Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, ce cambriolage qui a mal tourné à Mbour. Des hommes encagoulés ont tiré sur la foule. Bilan 3 morts et un blessé. Un des présumés meurtriers a été arrêté par la police. Grave accident sur l'autoroute Ila-Touba. 8 personnes ont trouvé la mort dans une collision entre un minicar et un camion. Le minicar en provenance de Dara s'acheminait vers Dakar. Sit-in à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants sur place ne digèrent pas l'admission de 45 000 nouveaux pensionnaires alors que l'université est toujours en chantier. Ils décrivent de futures conditions d'études déplorables. Et puis le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas deviennent ainsi la première sélection africaine à réussir un tel exploit. Dans les rues de Dakar, les supporters marocains ont célébré leur victoire. Une victoire que nous analyserons avant la fin de cette édition avec Talafal, notre consultant maison. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal donc que nous ouvrons tout de suite avec cette tentative de braquage qui a viré au drame à Mbour. Des hommes armés encagoulés ont tiré des coups de feu sur la foule. Bilan, 3 morts, un blessé grave. L'un des présumés meurtriers a été appréhendé par la police de Mbour. Le reportage est signé d'Aïmatidjan et Mamadou Gueye. Ils sont tous sous le choc. Un agresseur a semé la terreur au marché central d'Mbour en tuant par balle 3 personnes et blessé une autre. C'est devant Zakaria qu'il a abattu les deux. Ouais, aujourd'hui on a vu quelqu'un, il a une arme à main, il tire sur les gens. Il est rentré dans le bureau de change, il est ressorti donc. On a voulu l'attraper, il a tiré sur un. Donc du coup personne ne pouvait l'arrêter. Maintenant, il y a un deuxième aussi qui l'a tiré. Lui, il a pris des cailloux pour le taper. C'est dans ça il lui a donné une balle au niveau du poumon. Et il est revenu encore là, il est poussé, il lui redonne 2 balles encore. Dans ça après, bon, on lui a laissé, il est parti parce qu'on ne peut pas le suivre. Il était comment? Il était habillé comment? Oui, c'est un gars teint clair. Bon, il est habillé une jaquette de cuir noir, plus un bosta. Non, il n'a pas couvert son visage. Il y a d'autres qui le poursuivaient, mais quand il se retourne envers vous, il tire et puis bon, vous allez vous retourner et puis il a continué. Tous ceux qui s'arrêtaient devant lui, ils tiraient des balles. Abdoulaye Ngom est aussi témoin des faits. C'est devant moi presque, je peux dire. Parce que j'ai en train de venir et j'ai assisté le gars, il a tiré sur un gars. Et j'ai vu une dame qui est en train de courir. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il m'a dit que c'est un gars qui a une arme qui a tiré sur les gens. Et moi, je ne sais pas. Moi, je suis couru avec lui jusqu'à là-bas et je ne peux pas atteindre là-bas. Et je suis revenu pour assister les gens qui sont ici. Quelques heures après ces crimes, l'agresseur en question est rattrapé par la police. 8 morts, 10 blessés, c'est le bilan d'un macabre accident survenu ce vendredi sur l'autoroute Ila-Touba. Un minicar a percuté un camion à hauteur de la borne à 244 à l'entrée de Khombol. Le véhicule transportant les victimes en provenance de Dara Djolof s'acheminait vers Dakar. Babacar Diouf. Ont été acheminés à l'hôpital régional de Diourbel et les blessés sont pris en charge au niveau du centre de santé de Khombol. Selon une source médicale, le bilan a évolué avec la mort de 3 des 13 blessés évacués par les éléments du sapeur-pompier. Le véhicule de type minicar a violemment heurté le camion qui roulait dans le même sens. Le camion disposait-il de feux de signalisation arrière? Rien n'est moins sûr. L'accident a fait un total de 18 victimes, dont 8 corps sans vie. Actuellement à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel, 3 des corps sans vie appartiennent à la même famille. Ils se rendaient tous à un mariage à Dakar. C'était au petit matin, aux environs de 4 heures du matin, à hauteur de la borne A2. 44, juste à l'entrée de Khombol sur l'autoroute Ila-Touba. Cet accident remet sur la table le problème de la récurrence des accidents sur cette autoroute où l'on ne peut plus rester une seule semaine sans dénombrer des accidents. En moins d'un mois, 9 personnes ont perdu la vie sur cette route qui pourtant est l'une des meilleures au Sénégal. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, grosse polémique après l'admission de 45 000 nouveaux étudiants alors que les campus sont toujours en chantier. Les pensionnaires de Sanar ont organisé un sit-in pour protester contre des conditions d'études qui pourraient s'avérer exécrables si les travaux ne sont pas réceptionnés à temps. Le point, c'est avec Ousseynou Diop.
étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis tirent la sonnette d'alarme sur les difficultés que traverse l'université de Sanar. En sitting devant l'esplanade, les étudiants dressent la liste des mots qui gangrènent le temple du savoir. Si la coordination parle de la voirie interne, si la coordination parle du wifi, si la coordination parle de l'assainissement, c'est parce que ce sont des vieilles doléances et que depuis toujours l'autorité a donné des promesses qu'elle n'a pas tenues. Pour ces étudiants, l'État a décidé cette année d'orienter 4500 étudiants à l'université. Il dénonce cette décision prise par les autorités universitaires et rappelle les dures conditions d'hébergement à l'UGB. Le nouveau bachelier qui doit venir et que le ministre est dans cette logique d'orienter plus de 4500 étudiants à l'UGB. Actuellement, on n'a même pas de logement. On loge à 5, 6 dans les chambres, dans les restos. Au lieu de, si on a cours à 13h ou bien à 14h, on est obligé de venir en retard parce qu'il y a des queues incessables au niveau des restaurants. Cela fait plus de 7 mois que l'université Gaston Berger de Saint-Louis n'a pas de recteur. Pour la coordination des étudiants, c'est le seul problème qui bloque toute l'université. On n'a pas de recteur, chose qui est déplorable. Si on a des choses à dire, on n'a personne à qui se tourner et que les autorités internes se disent être en rupture de collaboration avec les étudiants. On vous élit, on vous nomme à des postes pour que vous réglez le problème des étudiants alors que vous dites que vous n'écoutez pas les étudiants. Ça, c'est inadmissible. Pour les années passées, l'université a vécu des moments très sombres et difficiles avec la mort de Fallou Sène en 2018 et l'assassinat d'une étudiante l'année dernière, des démons qui risquent de se réveiller à tout moment si l'on n'y prend pas garde. Et voilà donc l'admission de 4500 étudiants plutôt qui provoque la colère au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Parlons à présent de cette fin de concession entre Dakarnave et l'État du Sénégal en 2024. À un an de l'échéance, eh bien, l'inquiétude prévaut déjà au niveau de l'entreprise et pour cause, près de 900 pères ou mères de famille risquent de perdre leur emploi. Lors d'un conseil national tenu ce matin, eh bien, les employés à l'unanimité ont plaidé en faveur du renouvellement de leur contrat avec la direction générale. Alassane Ba et Amadou Ba nous font le point. À travers ce conseil national, les travailleurs de Dakarnave veulent faire passer une doléance à l'endroit des autorités étatiques. Le contrat de concession tire à sa fin et ce sont les emplois de centaines de pères de famille qui sont menacés. Revoir avec la direction de Dakarnave pour leur dire que nous sommes vraiment favorables à la reconduction du contrat de concession. Autre souhait de ces travailleurs, la mise à jour de l'accord d'établissement avec la direction générale. Mettre à jour l'accord d'établissement, parce qu'on sait que 20 ans en arrière, donc le coût de la vie aujourd'hui est encore plus cher. On peut dire que c'est 10 fois plus cher. Donc ce sera l'occasion de revoir un peu l'accord d'établissement. Ce sera aussi l'occasion de voir d'autres points comme les coopératives d'habitat, les fonds sociaux, entre autres avantages. La direction générale s'est dite ouverte et compte accompagner ses travailleurs pour une meilleure prise en charge des revendications. Il a souligné tout à l'heure l'habitat social et dont les jalons étaient déjà posés sur leur demande parce que ça fait partie de leur plateforme de 2021. La révision de l'accord d'établissement aussi, nous y sommes. Comme j'ai dit, ce n'est pas statique, mais on va travailler là-dessus. Comme l'a dit tout à l'heure M. Fall, Dakarnave est une entreprise qui est une pépinière pour la jeunesse sénégalaise. Et que cette démarche de renouvellement du contrat, moi je considère que c'est un appui à la politique d'emploi du président de la République et aussi à la préservation des emplois. Toute décision qui doit être prise par rapport à cet enjeu doit être analysée et étudiée ou à la réfléchir. Le Conseil national est aussi l'occasion de réfléchir sur les enjeux et défis de la réparation navale à l'aune du port du futur. Le Sénégal dispose de l'expertise qu'il faut. Dans le cadre des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes, la Confédération nationale des travailleurs s'engage. Sous la houlette de la présidente du comité national, les femmes de la CNTS fustigent la culture du silence. Elles invitent également le gouvernement du Sénégal à ratifier la convention 190 de l'Organisation internationale du travail pour bannir les violences en milieu professionnel. Je vous propose d'écouter Aïssatou Touré Sow. Elle est la présidente du comité national de la CNTS, toujours au micro d'Alassane et Amadou Ba. L'activité que je peux citer ici aujourd'hui, c'est la ratification de la Convention 190 sur les violences en milieu du travail, qui concerne tout travailleur, que ce soit informel et formel. Donc, je demande au président de la République d'accorder une audience
aux femmes de la synthèse, aux femmes des centrales les plus représentatives du Sénégal, pour qu'on parle autour d'une table ou sous l'arbre à palabres de cette convention qui nous intéresse beaucoup. Ces violences-là, nous dénonçons ces violences. Et ça date depuis très longtemps. Et maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur. On va essayer, comme nos prédécesseurs, de lutter contre cette violence. Ce n'est pas seulement dans le milieu du travail. Les violences faites aux filles, les violences à l'école, les violences dans la société, que nous dénonçons, et nous voulons vraiment que la culture du silence soit éradiquée ici au Sénégal pour que les gens dénoncent ces violences-là, pour que l'État sanctionne ces acteurs. Le secret professionnel et le droit de réserve, deux fondamentaux rappelés aux nouveaux sortants de l'école des sous-officiers de la gendarmerie de Fatick. Au total, 1135 élèves composent ces promotions. Ils seront élèves gradés ou alors élèves gendarmes. Ils ont reçu leur diplôme. C'était en présence du ministre des Forces armées. Reportage Aminata Goudiaby Abdoukarim Bey. Patrick. La gendarmerie nationale se renforce. Plus de 1000 nouveaux éléments rejoignent les rangs. Ils ont reçu leur parchemin après plusieurs mois de formation à l'école des sous-officiers de la gendarmerie caserne Walifaï de Fatick. C'est aussi rassurant pour la nation de compter ce jour du 9 décembre 2022. 989 élèves gendarmes et 146 élèves gradés, très motivés physiquement et moralement et sur le point de s'engager pour la défense et la protection des valeurs. Les règles de discipline générale qui régissent la gendarmerie nationale ont été rappelées à ces nouveaux gendarmes. Le ministre des Forces armées et le commandant de l'école des sous-officiers de Fatick, Alexandre Ndione, ont insisté sur cet aspect. Face à l'utilisation généralisée des réseaux sociaux et des nouvelles techniques de l'information et de la communication, le secret professionnel, les devoirs de réserve qui constituent des obligations majeures s'appliquant à tout militaire de la gendarmerie devront être scrupuleusement observés. Et comme sacerdoce, le secret professionnel et le devoir de réserve qui constituent des obligations majeures s'appliquant à tout militaire. En perspective, beaucoup de changements et d'investissements pour rendre beaucoup plus opérationnelles les forces de défense et de sécurité. Cette vision prospective passe par la réorganisation et la refondation de notre instrument de défense. Ceci se traduit par la montée en puissance des effectifs, la création de nouvelles composantes et l'acquisition de moyens logistiques. Les deux promotions de sous-officiers de la gendarmerie ont comme parrain le major Tamsir Sané, gendarme assassiné à Koupentoum il y a 3 ans. L'autre parrain s'appelle Mamadou Ndiaye. C'est un gendarme décédé lui aussi. Et c'est parti pour l'actualité sportive avec le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un exploit historique pour une nation africaine. Les Lions ont battu en quart de finale le Portugal de Cristiano Ronaldo sur le score de 1-0. Le récit du match est signé Chersadi Boudiara. Au terme d'une rencontre intense de bout en bout, c'est un Maroc tourné vers l'offensive qui déquin multiplie les assauts avant de finir par marquer à la 42e minute. Une tête Maroc mène 1-0 à la mi-temps. Le Portugal revient avec beaucoup plus d'intention et d'initiative. Toutefois, en 40e minute, les Portugais ne vont pas arriver à égaliser. Ils butent sur un gardien de but marocain, Youssouf Bounou, en état de grâce. Écœurés, les Portugais manquent peu d'encaisser un deuxième but en toute fin de rencontre. L'attaquant Abokhlal rate un face-à-face avec le portier du Portugal, Diogo Costa, qui se rachète de sa bourde sur le but marocain. Pas de regret, le Maroc s'impose 1-0 et brise le plafond de verre des quarts de finale du mondial pour l'Afrique. Les Lions de l'Atlas vont disputer leur demi-finale le mercredi. Et vous l'avez dit, Chersadi Boudiara, le Maroc qui brise le plafond de verre des quarts de finale d'une Coupe du Monde pour une sélection africaine. Une qualification en demi-finale qui porte la signature d'un groupe de joueurs combatifs sous la houlette d'un sélectionneur du Maroc, Walid Regragui. Je vous propose de l'écouter. Sur une grande équipe du Portugal avec beaucoup de talent. Nous on tire au max. Beaucoup de blessés, vous avez vu le capitaine est sorti. Gerd, Mazraoui. Mais les mecs qui rentrent, ils se battent. On a créé un groupe avec un état d'esprit. Tout le monde se bat, on est heureux, le public qui nous suit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique.
c'est chose faite, je suis très très heureux. Aujourd'hui on progresse, on avance avec nos qualités, on a eu beaucoup de blessés avant la Coupe du Monde, on a perdu Amine, on a perdu Louza, on a perdu beaucoup de joueurs, Massina, mais on s'est accroché, on a créé un état d'esprit, c'est ce que je dis, et surtout pour ce peuple, pour le rendre heureux, et puis la Coupe du Monde c'est ça. Aujourd'hui l'Afrique est revenue sur le devant de la scène, à chaque fois on disait quand est-ce qu'on pouvait passer le palier, et ben c'est chose faite aujourd'hui. C'est toujours difficile pour des entraîneurs comme nous, qui venons d'Afrique. On a du mal à croire qu'on est capable tactiquement de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Mais nous aussi on travaille et on progresse. Donc voilà, très heureux pour le Maroc. Je voudrais remercier tout le staff parce qu'il n'y a pas que moi. Tout le staff, la fédération et puis c'est pas fini comme j'ai dit. Talla Fall, consultant foot maison. Bonsoir Talla. Bonsoir Sarah. Alors nous aurions aimé que ce soit le Sénégal qui soit en demi-finale ce soir, hélas. Mais c'est pas plus mal, c'est l'Afrique qui gagne. Ce sont nos frères marocains qui arrivent à ce stade de la compétition pour une première fois. Est-ce qu'on peut parler d'une surprise ou d'une logique plutôt respectée? Disons qu'en foot, il n'y a plus de logique. Donc si on regarde l'équipe du Maroc par rapport à leur parcours jusqu'à maintenant, on peut se rendre compte quand même que c'est une victoire largement méritée. Parce qu'ils ont cherché à contenir l'adversaire, à lui poser des problèmes tactiques. Mais au-delà de ça, aussi, ils ont des garçons capables de produire du jeu. Et là, ils ont répondu. Ils ont fait le dos rond, ils ont accepté de subir. Et finalement, quand ils se sont créés des occasions, ils en ont mis une. Et ça fait la différence. Alors, un grand vainqueur ce soir, c'est certainement le coach Regragui qui entre dans l'histoire définitivement. Il a pris l'équipe il y a tout simplement 4 mois et il réalise une telle prouesse. Est-ce qu'on peut dire, j'imagine, que c'est un point positif pour les sélectionneurs issus du cru? Déjà, pour lui, ça fait une belle carte de visite. Mais n'oublions pas que le travail a commencé depuis belle lurette avec cette équipe du Maroc. En l'occurrence, avec le président de la Fédé, que j'ai eu à rencontrer souvent quand on a été joué à Berkane pour le compte de l'Académie Génération Foot. Et c'est le Royaume en fait qui investit énormément. Aujourd'hui, il récolte les fruits de cet investissement-là. Parce que dites-vous bien qu'au Maroc, chaque club reçoit au moins une subvention d'1 million d'euros, plus un stade de 10 à 15 000 places, plus 2 bus. Et ça date d'il y a longtemps. Et quand on regarde le travail qui a été fait en amont depuis Hervé Renard et qui a été continué aussi avec Vahid Alilozic, donc on se rend compte que Regragui est arrivé juste au moment où l'équipe vraiment a pris forme. Maintenant, c'est vrai, il a eu sa patte, il a eu sa touche, il a fait le job, il a eu un beau discours qui a su fédérer tous les égos. Parce que dans cette équipe-là, n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'égos. Mais ce sont des garçons, comme il l'a dit dans son discours, qui ont été capables de faire preuve d'humilité, d'accepter tout ce qu'on leur demande, de respecter les choix de l'entraîneur et de jouer pour l'équipe. Et ça, ils l'ont tous compris. Et aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir cette équipe-là gagner. Et comme lui-même, il le disait, le sélectionneur, il a un staff. Il ne veut pas prendre pour lui-même ce résultat-là d'aujourd'hui. Il s'est dit, aujourd'hui, je travaille avec un groupe, des gens qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné et qui ont été loyaux avec moi. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. Donc, c'est des garçons comme les membres de la Fédé, comme les dirigeants, comme les joueurs, les techniciens. Tout le monde a travaillé la main dans la main. Et le résultat, il est là. Et là ce soir. Quand on voit les investissements au Maroc, Sarah, tu es bluffé. Tu te dis, c'est un pays africain qui fait autant d'investissements pour le foot. Ils prennent des expats partout. Ils n'ont pas honte d'aller chercher des gens pour venir faire les réformes. Aujourd'hui, le Maroc a accepté de faire ses propres réformes. C'est pas comme ça, c'est pas venu comme ça sur le tas. Ils ont accepté d'investir, de faire de gros investissements. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même, quand on investit, on peut s'attendre au moins à avoir des résultats. Ça paie. Alors, peut-être seul bémol, ce sont ces joueurs blessés, nombreux, sur qui l'équipe peut-être ne pourra pas compter pour la suite. Est-ce que vous pensez que c'est un handicap pour autant, eu égard de la belle prestation qu'ils ont livrée? Mais lui-même, il l'a dit dans son discours. Avant eux, il y en a eu d'autres qui étaient des titulaires indiscutables dans cette équipe. Et on a pu se passer d'eux. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où tout le monde est capable de pouvoir jouer. À ce niveau de compétition, c'est-à-dire c'est le mental qui va suivre. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui sont moins bons techniquement que d'autres, mais ça, c'est l'équipe.
Il faut s'attendre à qu'il y ait des blessés, des gens qui vont prendre des cartons, donc qui ne seront pas disponibles pour la suite du championnat. Mais ce qui est sûr, à ce moment de la compète, tout le monde va pouvoir défendre les couleurs de l'équipe à 200%. Merci beaucoup Talla Fall. Et naturellement, la communauté marocaine établie au Sénégal a célébré la victoire des Lions de l'Atlas. Les supporters marocains ont pris d'assaut la place mythique de l'indépendance. Regardons ça. Quand même depuis le début à perfection et j'espère que cette année ce sera l'année de l'Afrique. Dans le Maroc, le Sénégal, toute l'Afrique pour cette demi-finale, c'est une première dans l'histoire et j'espère qu'ils iront jusqu'à la finale et pourquoi pas remporter le Sénégal à la coupe. Bonne chance à toute l'Afrique. Le Maroc présente les pays arabes et aussi l'Afrique et espérons qu'on va gagner le prochain match Inch'Allah. Voilà donc les supporters marocains qui savourent la victoire des Lions de l'Atlas, le Maroc qui représente, incarne l'espoir de tout un continent. On croise les doigts pour ce pays frère et on leur souhaite bonne chance pour la suite de la Coupe du Monde. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellent dimanche.